Il s'appelle Yohann Smadja, il est en Israël depuis 2007, ancien attaché économique de l'ambassade de France, ancien directeur du Keren Hayesod, aujourd'hui dans l'agroalimentaire, passionné de littérature. Il sort son premier roman et il paraît que ça cartonne. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Yohann Smadja, bonjour. Bonjour à vous. On est ravis de vous accueillir. Mais c'est moi, merci beaucoup. Bon, alors, je commence par l'actualité brûlante. Vous venez de sortir votre premier roman. Alors, c'est tout frais, donc je n'ai pas eu le temps de le lire, je ne l'ai pas lu, mais c'est pas grave. On racontera comment, évidemment, vous êtes arrivé à ça, à sortir un livre, parce que c'est quand même une drôle d'aventure. Ça s'appelle « J'ai cru qu'ils enlevaient toute trace de toi ». On va bien sûr découvrir de quoi ça parle. Alors, en Israël depuis 2007, pourquoi vous êtes monté en Israël, tout simplement ? Écoutez, j'ai passé la quasi-totalité de mon enfance dans un mouvement de jeunesse sioniste, la Shomer Hatzair, à Paris. D'accord. Vous n'êtes pas le seul, on en a reçu beaucoup à ce micro. Voilà. Ok. Et quelques-uns sont là et brillants, et je leur rends hommage d'ailleurs pour leur alia et pour tout le travail assez exceptionnel, je dois dire, qu'ils font ici. Et je crois qu'un peu comme eux, j'étais animé à l'époque, et toujours, du sentiment que notre place est ici, que l'avenir du peuple juif se joue beaucoup ici, et puis aussi évidemment attiré par la vie, Tel Aviv. Voilà, c'était par quoi, aussi par l'ambiance, par la jeunesse, par le dynamisme, par oui, parce que ça bouillonne, parce que c'est plein de projets, parce qu'on sent qu'il y a un avenir, parce qu'on sent qu'il y a encore quelque chose à construire. Donc c'est un ensemble de choses, mais c'était aussi un projet familial, puisque je me suis installé en Israël avec celle qui est devenue ma femme entre-temps. Et c'était aussi la continuité, je crois, d'une suite familiale. Mes parents avaient déjà tenté leur expérience. Ah, ils avaient tenté de faire l'Alia, ça n'avait pas marché ? Non, ils sont restés un petit moment, et puis après ils sont rentrés en France. Mais disons, voilà, je crois qu'on s'est inscrit... ils se sont installés ici dans les années 70. Ok. Et puis ils sont restés une bonne dizaine d'années. Donc je crois que j'ai baigné là-dedans à la maison, et puis ensuite à la Shomer Hatzair également, et ça s'inscrivait de manière assez naturelle dans le prolongement de notre job de madrichim en mouvement de jeunesse, d'éducateur, et je suis donc ravi de cette situation. Ok, alors ça c'est pour les motivations, on va dire. Donc vous parlez d'éducation, ça a été très important tout au long de votre vie de transmettre, de transmettre qui vous êtes, mais aussi d'élever les consciences, on va dire ça comme ça. Écoutez, j'ai eu la chance, après quelques années en tant que moniteur à la Shomer Hatzair, de venir étudier quelques mois à l'Institut de formation des animateurs de l'étranger, ça s'appelle comme ça. Le Machon les Madrichim. Avec Ariel Kandel, que vous connaissez, que vos auditeurs connaissent. Salut, voilà, s'il écoute l'émission. Et que je salue également. Et Ariel, je crois, à l'époque où il était l'un des responsables pédagogiques du Machon les Madrichim, m'a fait comprendre, je pense, l'importance de la transmission, de l'éducation, du débat, de l'écoute. Et c'est quelque chose, effectivement, qui a joué un rôle, je pense, fondateur dans la jeunesse qui a été la mienne au sein de ce mouvement de jeunesse. Et je suis ravi de ce parcours. Et je pense d'ailleurs que mes années à la Shomer Hatzair sont et resteront les plus belles années de ma vie. Ouais, vous dites tout ça, c'est ça qui est sympa. Mais oui, mais dans tous les mouvements de jeunesse. Dans tous les mouvements de jeunesse, c'est vrai. Alors, 2002, vous revenez en France après votre expérience israélienne pour rendre au mouvement, c'est comme ça que ça se passe, pour diriger le mouvement La Shomer Hatzair à Paris. Comment c'est le retour ? C'est pas toujours évident. C'était bien pour vous ? Écoutez, pour être très sincère, je n'ai passé en Israël que quelques mois. Ouais, donc en fait, le retour pas trop perturbé. Facile. Okay. J'avais un petit pincement au cœur à l'époque déjà, quand même. À l'idée de revenir en France, ça c'est vrai. Mais pour autant, j'ai eu la chance à la Shomer Hatzair de travailler, parce que finalement on a pris ça très au sérieux, avec des shlichim, c'est-à-dire des délégués israéliens du mouvement, des gens d'une très grande qualité qui nous ont permis de faire tout un tas de choses qui sortaient du cadre des activités régulières d'un mouvement de jeunesse, c'est-à-dire des rencontres hebdomadaires, des madrichim, des machanot, c'est-à-dire des camps de vacances. Tout un tas de projets qui sont vraiment sortis de l'ordinaire. Et donc j'ai eu beaucoup de chance de passer ces quelques années-là, qui étaient vraiment des années d'éveil à la fois
politique, peut-être même d'une meilleure insertion de la Shomer Hatzair en tant que mouvement de jeunesse au sein du monde associatif français. Là, ce serait trop long de rentrer dans le détail, mais on a eu quelques années vraiment passionnantes en la matière et c'était une expérience fondatrice. Une expérience fondatrice, on va comprendre pourquoi, parce que le livre que vous sortez aujourd'hui est directement lié à vos expériences au sein de la Shomer Hatzair et vous allez bien sûr nous raconter pourquoi. Votre livre se situe au Rwanda. Alors ça paraît un peu bizarre pour quelqu'un qui a priori, on ne sait pas, on ne connaît pas toute votre vie, mais qui a grandi en France, à Saint-Denis, dans le 9-3, de parler du Rwanda, ça paraît un peu bizarre. Qu'est-ce qui a fait que finalement, et pourquoi c'est lié à la Shomer Hatzair, que vous avez choisi ce cadre-là pour votre premier roman? Alors effectivement, c'est un roman, c'est donc un texte de fiction, mais qui se passe, disons que son histoire se passe dans des circonstances historiques qui sont les plus rigoureuses possibles. Et ce roman, en fait, découle d'un voyage au Rwanda que nous avons organisé avec la Shomer Hatzair en 2006. Alors, je vous arrête tout de suite. Pourquoi la Shomer Hatzair? Quel rapport entre la Shomer Hatzair et le Rwanda? Alors, en fait, la Shomer Hatzair organise des activités hebdomadaires tous les samedis. Je pense dans une 50aine de villes à travers le monde. C'est comme ça depuis une 100aine d'années. Okay. Et entre autres, à cette même période, nous célébrions, donc il y a une 12aine d'années, le Yom HaShoah. Et je me souviens qu'un jeune enfant, un jeune Khanir, qui devait avoir pas plus que 9 ou 10 ans, s'est adressé à sa madricha et ensuite à nous, et nous a posé, dans ces termes-là, la question: est-ce qu'il y a déjà eu d'autres Shoah que la Shoah? Et donc, dans la bouche d'un enfant, c'était, si vous voulez, une question qui nous a beaucoup heurté, parce que même s'il y a évidemment des points communs, mais aussi des différences entre les différents génocides du XXe siècle, il nous est paru évident que nous avions un rôle éducatif à jouer dans l'enseignement, au moins dans le fait de relater les autres génocides, et spécifiquement celui qui a eu lieu après la Shoah, et qui a fait que le plus jamais ça, dans une certaine mesure, a failli, puisque c'est le génocide des Tutsis du Rwanda de 1994. La communauté internationale n'est pas parvenue à tenir sa promesse du plus jamais ça. Nous étions, pas le gamin en question, mais nous-mêmes, nés en 1994, et je pense que le fait que nous avions eu, nous, la chance de grandir en France, à l'abri, au bon endroit, nous a probablement fait réaliser que il faut être capable de parler de ce qui est susceptible de se passer chez nos contemporains à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Donc j'imagine que la réflexion a pris du temps, ça ne s'est pas fait en 3 minutes, quoi. Vous avez ça a pris une bonne année. Et on a organisé un voyage au Rwanda et en Israël. Suite à vos réflexions. Suite à ces réflexions-là, et suite aux premières péoulottes que nous organisions à l'époque autour de ce sujet, alors pas tous les samedis évidemment, mais dès que nous avons pu, avec les plus grands parmi les jeunes du mouvement de jeunesse, dès que nous avons pu de manière sérieuse nous mettre également à parler du génocide des Tutsis, mais on l'a fait. Évidemment, ça ne nous occupait pas toute l'année, non, mais vous le faisiez. Mais on l'a fait, et ça nous semblait important. Et nous avons donc organisé, ça tenait lieu, je pense, avant tout du symbole, mais on a organisé un voyage au Rwanda, puis en Israël, afin de travailler sur les thématiques du génocide, mais aussi de la reconstruction. C'était très important pour nous de travailler sur la reconstruction. Alors, ça veut dire un voyage au Rwanda pour montrer, j'imagine, aux jeunes. Alors, c'était quoi? C'était un voyage avec des jeunes du mouvement? C'était un voyage avec qui? Avec des gens de quel âge? Est-ce que c'était des gens extérieurs au mouvement? Alors, et pourquoi Israël après le Rwanda? Alors, c'était en fait une trentaine de personnes, une dizaine de madrichim et d'anciens madrichim de la Shomer Hatzair. D'accord. Une dizaine de survivants du génocide des Tutsis du Rwanda. Des jeunes ou des adultes? Des jeunes d'une vingtaine ou d'une petite trentaine d'années à l'époque, qui vivaient en France ou en Belgique. Okay. Des gens qui, dans la plupart des cas, étaient des orphelins qui se sont retrouvés vivre en Europe à la suite du génocide. Et puis une dizaine de jeunes qui avaient été sélectionnés par le Conseil régional d'Île-de-France, qui avait financé une partie de l'opération. Donc qui n'avaient rien à voir ni avec les Tutsis ni avec le judaïsme. Non, pas du tout. Mais qui ont été recrutés, entre autres parce que
eh bien, la thématique de la Shoah, mais aussi celle du génocide des Tutsis, les interpellait, que la thématique qui consiste ensuite à être capable d'en parler à la fac, dans les universités, puisque nous étions tous des étudiants à l'époque. Comme des leaders d'opinion, on va dire. Oui, voilà. Et donc, nous nous sommes rendus une semaine au Rwanda et ensuite une semaine en Israël, accompagnés d'historiens, entre autres, afin de travailler, donc comme je le disais tout à l'heure, évidemment sur les génocides, quels sont les points communs entre la Shoah et le génocide des Tutsis, quelles sont les spécificités de chacun des deux événements historiques, parce qu'il y en a, même si tous les deux répondent à la définition précise de ce qu'est un génocide. Et qu'on peut résumer de manière assez simplifiée en disant qu'il s'agit de la destruction ou de la tentative de destruction systématique d'une communauté de gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font. Mais c'était très important pour nous de montrer l'exemple d'Israël, qui est un exemple finalement formidable de reconstruction. Vous auriez pu les emmener à Auschwitz également, vous auriez pu leur montrer aussi le génocide juif. Ouais, parce que ni les Tutsis, ni les jeunes du conseil régional ne savaient ce que c'était vraiment, n'avaient aucune idée. C'est vrai. Mais nous avons fait appel en fait au moment de la prépa, et c'était notre intention première en réalité, d'aller en Pologne après être allé au Rwanda, mais nous avons fait appel à un certain nombre un voyage un peu lourd quand même, mais voilà. Bon, ouais. Oui, mais on a fait appel à un certain nombre d'historiens, ils vous ont déconseillé, de professeurs. C'est pas qu'ils nous ont déconseillé, c'est que ils nous ont tout simplement fait comprendre que dans une certaine mesure, les rescapés, les survivants du génocide des Tutsis sortaient de leur propre extermination, de leur propre génocide. Et même si la mécanique qui s'est installée au Rwanda en 1994 était différente de celle de la Shoah, vous savez, quand vous êtes un gamin de 5 ans, que vous perdez vos parents, vos frères, vos sœurs, et que vous voyez le monde s'ouvrir devant vous, à vos pieds, que ça se passe en Pologne ou que ça se passe au Rwanda, c'est la même chose. Et les Rwandais sont aujourd'hui, un peu moins aujourd'hui, mais en tout cas il y a une dizaine d'années, confrontés eux-mêmes à la difficulté de la reconstruction. Et même si l'État d'Israël tire ses fondements bien avant la Shoah, même si le mouvement sioniste a précédé la Shoah de plusieurs décennies, il y a dans l'aventure israélienne, si je peux l'appeler de cette manière-là, clairement une forme de reconstruction évidente, et c'était donc très important pour nous de la montrer, de montrer ce que l'État d'Israël était devenu en l'espace de 60 ans à l'époque. Et une partie non négligeable de ce séjour a eu lieu à Yad Vashem, avec des historiens de Yad Vashem, oui, avec une visite de Yad Vashem. Vous leur avez fait un programme sur mesure incroyable, très intense, j'imagine. On doit à Yad Vashem. Très intense, mais également des rencontres avec des survivants de la Shoah qui vivent en Israël. Et je dois dire que quand vous assistez à des rencontres de cette nature-là, entre des survivants du génocide des Tutsis et des survivants de la Shoah, en fait, vous êtes dans la même pièce, mais vous disparaissez, parce que ces gens-là se parlent la même langue. Et c'était donc une expérience bouleversante à tout point de vue. Ouais. Et personne n'est revenu indemne de ce voyage, j'imagine. Ouais. Alors, on comprend mieux pourquoi votre livre aujourd'hui a comme cadre le Rwanda. Ça a dû forcément vous bouleverser, vous inspirer. C'est un livre que vous avez peut-être commencé à écrire il y a très longtemps. Oui, j'ai commencé à l'écrire juste en revenant du Rwanda, c'est-à-dire en 2006. Et puis je pense que l'histoire n'était pas tout à fait prête, et j'ai donc mis ça de côté pendant une dizaine d'années et repris l'écriture il y a à peu près 1 an et demi ou 2 ans. Le texte est sorti ensuite assez vite. Très vite même, vous pouvez dire. Très vite, en 3 ou 4 semaines. Voilà. Et je l'ai fait relire, puisqu'il se passe pendant le génocide, d'une part un historien et d'autre part par la correspondante de l'AFP, qui était en 1994 au Rwanda, qui m'a permis de mieux comprendre, puisque l'un des personnages est une journaliste, qui m'a permis de mieux comprendre comment les journalistes travaillaient dans des conditions pareilles. C'était donc très important pour moi que le cadre dans lequel évolue la fiction soit le plus rigoureux, le plus exact possible, parce que l'histoire se passe pendant les
15-20 premiers jours du génocide de 94. Et donc, je voulais que le cadre historique soit rigoureux. Alors, vous vivez en Israël, on l'a dit, depuis 2007. Est-ce que vous aviez imaginé sortir un livre en étant ici, en continuant vos activités commerciales par ailleurs, parce que vous travaillez aujourd'hui dans l'agroalimentaire? Est-ce que c'est vraiment le fait que vous soyez en Israël qui fait que oui, toutes ces casquettes se mélangent, ou est-ce que vous l'auriez fait aussi, peut-être si vous étiez resté en France? Non, je pense que je l'aurais fait. Vous êtes édité dans une très belle maison d'édition, Belfond, une maison d'édition française, donc vous l'auriez fait? Je pense que je l'aurais fait, parce que on touche là à quelque chose qui est purement, si vous voulez, de l'ordre de l'accomplissement personnel, disons. Et donc je pense que oui, je l'aurais fait. Si vous voulez, au Rwanda, au-delà du fait que disons-le comme ça, des petits Français comme nous avions été pour la toute première fois confrontés à ce que c'est que l'Afrique subsaharienne. C'est déjà un premier bouleversement, mais le fait de rencontrer si vous voulez, des survivants d'un génocide qui a eu lieu finalement si peu de temps avant notre voyage, d'être confronté à tous ces témoignages, à l'exposition finalement assez brute des mémoriaux du Rwanda de l'époque, qui n'avaient pas le recul que peut avoir aujourd'hui un musée comme Yad Vashem pour présenter les choses de manière posée, si j'ose dire, fait que c'était un voyage extrêmement marquant, extrêmement bouleversant. Et disons que ma petite thérapie à moi, ça a été d'écrire ce texte. Chacun de vous a fait autre chose peut-être pendant ce voyage? Mais d'autres ont fait autre chose, bien sûr. L'un d'entre nous a fait une exposition photo, il y a eu un reportage, peut-être que d'autres ont écrit mais qui ne me l'ont pas dit. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un voyage qui reste vraiment gravé dans les mémoires de chacun d'entre nous, de chacun de ces 30 personnes. Le livre a été publié il y a à peu près un mois en France. Et donc, j'ai eu le plaisir d'inviter les quelques participants à ce voyage, et on s'est tous revus avec la même émotion qu'il y a une dizaine d'années, bien sûr. Alors, Israël dans tout ça, je vais dire, parce que vous auriez pu continuer votre petite vie. Alors oui, vous étiez motivé, vous aviez envie, vous n'imaginiez pas peut-être faire une famille en dehors de ce pays. La confrontation avec la réalité est-elle à la hauteur de vos espérances? La réalité israélienne est difficile. Pourquoi? Parce qu'on dit tout ici. On dit tout, oui, bien sûr. Non, la réalité israélienne est difficile du point de vue... Pourtant, vous parlez l'hébreu, vous êtes intégré. Oui, j'ai eu la chance de venir en fait au bon âge, c'est-à-dire déjà un jeune adulte, mais à l'âge auquel on n'a pas de difficulté à aller faire le service au restaurant, à faire son service militaire, à travailler difficile pour financer ses études, évidemment avec le soutien de ma famille, mais si vous voulez, j'ai eu la chance d'arriver en Israël au bon âge. Mais vous avez fait l'armée, c'est vrai, pendant 1 an et demi, vous étiez relations extérieures, on va dire, internationales. On va dire ça comme ça, donc un service militaire prestigieux. C'était pas facile, j'imagine, parce que vous aviez 25 ans à l'époque. C'était un cadre, disons, oui, à 25 ans, on est déjà peut-être trop âgé pour se lancer dans une aventure comme celle-là. Pourquoi? Parce qu'on reçoit des ordres des petits jeunes, c'est ça? Si vous voulez, il n'y a pas de souci d'ego, mais malgré tout, l'armée... Ouais, peut-être, sûrement. Non, c'est vrai, sûrement. Mais enfin, quoi qu'il en soit, l'armée, si vous voulez, à 18 ans, elle a aussi une vocation de discipline, quoi. Et c'est vrai qu'à 25 ans, marié, on est déjà un petit... Après les études, à la veille d'un premier emploi, on n'est déjà plus dans la même optique. Donc, en fait, le cadre militaire à 25 ans est sûrement différent de celui que peut éprouver un gamin de 18 ans. Mais je ne regrette pas un seul instant d'avoir fait ce service militaire. C'était passionnant. J'ai aussi observé qu'on confie à des jeunes de mon âge, mais encore plus jeunes, des responsabilités extraordinaires. Essentielles. Et ça, essentiel. Donc, si vous voulez, ça ne fait que rajouter, évidemment, à l'estime que j'ai pour le pays, la manière dont il est capable de responsabiliser ces jeunes. Donc, moi, je suis ravi d'avoir fait partie de ce... Alors, pourquoi c'est dur, justement ? Non, c'est dur, disons. C'est dur dans une certaine mesure. C'est dur quand on est marié, quand on a des enfants, qu'on habite à Tel Aviv. Non, je crois que ce qui est dur, c'est tout projet d'immigration, peu importe où on va. Okay. C'est-à-dire qu'on aille s'installer en tant que Français aux États-Unis, en Australie, en tant que Marocain en France ou au Mexique, peu importe. L'immigration est une aventure qui est difficile parce que même si on n'est pas ici complètement au Moyen-Orient, on est quand même au Moyen-Orient. C'est-à-dire que les différences culturelles sont majeures, les codes culturels auxquels nous sommes attachés parce qu'on a grandi en France
devant des pièces de théâtre, des films, de la télévision, des journaux, des lectures particulières font que on a perdu une partie de nos codes quand on s'installe ailleurs. Et ça, c'est le lot de tout le monde. C'est vrai. Est-ce que vous avez réussi à les retrouver, à trouver d'autres codes, à vous intégrer différemment, aller au théâtre en hébreu Oui. Ouais. Alors oui, et j'en suis ravi. Ouais, bravo. Mais c'est gentil, merci. Mais je pense que, mais j'ai aussi eu la chance de venir en Israël avec parmi mes amis d'enfance les plus chers, les plus importants. Et ça, je crois que ça joue un rôle extrêmement important de savoir que on évolue selon le même rythme que des gens qui vous tiennent à cœur, qui vous accompagnent. On fait des enfants en même temps, on a nos premiers jobs, on évolue, nos carrières changent. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Mais je dirais que une part importante de moi-même, je l'ai laissée en France lorsque je suis venu, ce que je ne regrette pas. Mais on ne peut rien faire contre cette petite nostalgie, en tout cas de mon point de vue. Pour autant, je suis ravi que mes enfants aillent à l'école en Israël. Je suis ravi que mes enfants apprennent l'hébreu, parlent l'hébreu. Je suis ravi que mes enfants découvrent les codes de cette société israélienne. Je suis ravi que mes enfants chantent des chansons de Hanouka et de Pessah. Et c'est pour moi, oui, une forme d'accomplissement qui est extrêmement importante. Après, le reste de la vie, comme dans toutes les grandes villes comme Tel Aviv, le coût de la vie est élevé, les Israéliens sont parfois fatigants, il y a du bruit, mais en gros, on est quand même heureux. Il faut déménager. Non, on est très bien ici, j'irai nulle part ailleurs. Non, en gros, on est très bien, on est très accomplis. Et tout va bien. Bon, alors on vous souhaite bonne chance pour vos affaires, voilà, vos projets. Et puis surtout, je sais que l'accueil est vraiment très bon pour votre livre. On vous souhaite plein d'articles, plein de télé, plein de radio, beaucoup de succès et surtout un autre livre, pourquoi pas. Il faut déjà me souhaiter qu'il soit traduit en hébreu. Ça, ce serait pour moi une très grande fierté. J'en serais vraiment ravi. Ça peut peut-être arriver. Voilà, je lance un appel. Vous savez que beaucoup de gens nous écoutent de différents endroits. On ne sait pas parfois où ça arrive. Voilà. Un jeune auteur qui aimerait traduire en hébreu. Yohann Smadja, j'ai cru qu'ils enlevaient, décidément je ne vais pas le lire correctement, qu'ils enlevaient toute trace de toi. Voilà, merci beaucoup d'être venu, de vous être livré, de vous être raconté. On vous souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur ici en Israël. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.